Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On va parler cyclisme, débrief de cette première étape du Tour de France. C'était au Tour de Nice, c'était l'étape intitulée Nice moyen pays, 156 km dans l'arrière-pays niçois. On avait par exemple la côte du Rimier de 3e catégorie, c'était une étape avec 1600 mètres de dénivelé positif, donc pas forcément une étape toute plate aujourd'hui. Et ça a été compliqué, étape avec beaucoup de chutes sous la pluie. Je trouve, pour ma part, c'est déjà le premier coup de gueule que je vais lancer. On n'a déjà pas fait une minute de débrief sur tout le Tour de France. Je trouve que le parcours, alors on nous a fait chier avec tout le protocole sanitaire, on aurait pu vérifier un petit peu le parcours avant. Je trouve que ce parcours était extrêmement dangereux pour une première étape du Tour de France. Les descentes étaient très techniques et je l'avais déjà indiqué sur la présentation de l'étape. Je trouvais que... Alors je pensais qu'on arrivait par l'autre côté de la promenade des Anglais. Je me suis un peu trompé de ce côté-là. Mais c'est pas pour ça que c'était moins dangereux, parce qu'on arrivait sur une longue ligne droite de 4 km avec tous les sprinters lancés à fond. On savait que ça allait être une catastrophe, mais c'est surtout que là on a vu avec la pluie, ça a été une catastrophe. On a enchaîné beaucoup trop de chutes et à un moment quand même le peloton a dû se neutraliser. C'est pas normal sur une première étape des Tours de France que le peloton soit obligé de se neutraliser tellement c'est dangereux. Il n'y a pas que la pluie, le parcours était dangereux. On sait qu'on a 176 coureurs sur un Tour de France le premier jour. On sait que le peloton est déjà très tendu, une première étape de Tour de France. Je crois qu'on n'est pas obligé de rajouter autant de difficultés techniques sur un parcours. Et je ne comprends pas comment Christian Prudhomme a pu valider un parcours aussi technique pour une première journée de Tour de France. Les routes n'étaient pas assez larges. Enfin, il y avait vraiment, à des moments, on pouvait pas passer à plus de 3 ou 4 coureurs. J'ai eu l'impression véritablement aujourd'hui d'avoir un parcours de Giro. Mais le Giro, c'est très mal organisé. Normalement, le Tour de France, on s'attend à un niveau au-dessus. Et là, c'était pas le cas. Résumé de l'étape. Échappée avec 3 coureurs qui partent dès le premier kilomètre. Première attaque, première échappée avec Cyril Gauthier, Fabien Grelier de Total Direct Energy et puis Michael Scher du côté de la CCC. C'est une échappée qui n'a jamais eu énormément d'avance. Déjà parce qu'il n'était que 3, donc c'est pas forcément facile de prendre de l'avance. Puis surtout, les équipes de sprinteurs voulaient contrôler parce qu'elles savaient qu'il y avait pas mal de côtes. Donc cette échappée n'a jamais eu plus de 2 minutes 30. De la pluie, plusieurs chutes. Sivakov, Latour, Porte, Zakharine, Quintana. 61 km de l'arrivée, Grelier distancé par l'échappée, puis Michael Scher est parti tout seul, le Suisse de la CCC. Il sera repris à 55 km de l'arrivée. Le peloton se neutralise pendant une bonne trentaine de kilomètres, sauf à un moment où Astana décide de relancer la course, ce qui leur vaudra un moment assez cocasse, mais on reviendra là-dessus du côté des flops. Et puis nouvelle chute à 3 km de l'arrivée avec Pinot par exemple pris dans cette chute. Un sprint très décousu parce qu'aucune équipe n'avait forcément n'avait un train très, très bien en place. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple à un moment Hugh Johnson rouler très fort. Même la Quick Step était pas bien en place. Et victoire d'Alexander Kristoff aujourd'hui. On passe tout de suite au Français du jour. Le Français du jour, c'était pas facile de déterminer qui ça serait pour cette première étape. J'ai décidé de mettre Bryan Coquard. Bon, j'ai réfléchi quand même pendant un petit peu de temps. Pourquoi Bryan Coquard ? Parce que déjà, il est pas tombé aujourd'hui, Bryan Coquard. Il a réussi à éviter les chutes, ce qui n'était pas facile avec le parcours. J'aurais pu mettre également Guillaume Martin pour les mêmes raisons. Il n'est pas tombé. Mais pourquoi Bryan Coquard ? Parce que je trouve qu'il a plutôt fait un bon sprint. C'est dommage, il se fait quand même enfermer un moment par, je crois que c'est par le lanceur de Sagan, soit c'est par Sam Bennett, je ne sais plus. Mais il se fait quand même bien enfermer à ce moment-là, et quand Sam Bennett accélère, il n'arrive pas à prendre tout de suite la roue et il finit 7ème. Mais je trouve que les jambes sont plutôt pas mauvaises pour Bryan Coquard. C'était quand même un sprint très particulier parce que très décousu. Lui en plus il était un peu seul. C'est vrai que j'ai trouvé que son équipe l'a pas vraiment aidé. À un moment il y avait Kevin Reza qui roulait, mais je pense que son équipe avait vraiment un gros problème d'organisation.
Et en se démerdant seul, il a quand même réussi à finir 7ème sur un sprint houleux. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle chose de la part de Brian Cocker. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en français du jour. Et tout de suite, on passe aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, vous savez, les coureurs au top, c'est les coureurs qui sont étrangers et qui ne sont pas dans une équipe française. À part si j'ai plein de coureurs français qui ont été au top, et là, en ce cas-là, je rajoute un petit peu de coureurs français dans les coureurs au top. On commence avec le vainqueur du jour, Alexander Kristoff, vainqueur, maillot jaune également, bien entendu, parce que vainqueur de la première étape, ça, il n'y a pas de secret. Lui qui était au fond du trou, vraiment très très bonne journée, et pourtant c'était mal embarqué, parce qu'en début de journée, sur les 10-15 premiers kilomètres, on le voyait à l'arrière du peloton, mais vraiment à l'arrière. J'avais l'impression qu'il n'avait pas vraiment de bonnes sensations. Et ensuite, derrière, ça s'améliore au fur et à mesure de l'étape. Il n'est pas tombé. En passant, il y a peu de coureurs de son équipe qui sont tombés aussi. Du côté de UAE, j'ai pas vu non plus Pogacar dans les chutes. Donc, alors peut-être que je l'ai raté parce qu'il y a eu tellement de chutes et à un moment, je regardais la Formule 1 pour les qualifications. Je l'ai peut-être raté. Mais du côté d'Alexander Kristoff, c'est un sprint houleux et c'est quand même un sprinter qui aime ce genre de situation quand c'est pas vraiment lancé. Et là, c'était totalement le cas. Il n'y avait pas une équipe qui tenait la barre, qui était vraiment devant. Et donc, il a pu vraiment faire la différence. En plus, c'est un coureur qui est très intelligent. Il savait qu'il y avait vent de face. C'est l'un des coureurs les plus résistants au niveau des sprinters. C'est l'un des rares sprinters qui est capable de faire 400 mètres de sprint sans aucun problème en gardant sa vitesse maximale. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un sprint comme si c'était une étape difficile. Et il a vraiment été très costaud et très intelligent dans sa manière de courir. Et c'est quand même excellent pour Alexander Kristoff parce qu'on ne l'avait pas vu de toute la saison, c'est-à-dire déjà avant le confinement, on ne l'avait pas vu. Après le confinement, au mois d'août, il avait été inexistant. Chute au championnat d'Europe, c'était il y a quelques jours. Les championnats d'Europe, il y a toujours le débrief qui est sur la chaîne en passant. Et il arrive quand même à s'imposer aujourd'hui, alors qu'il n'était pas au top de sa forme. Donc bravo, monsieur Kristoff. Et moi qui ne le mettais pas parmi les favoris du côté des sprinters, j'ai un petit peu changé d'avis. On continue avec Mats Pedersen qui finit deuxième. Qui était le plus rapide aujourd'hui, il faut le dire, Mats Pedersen. Dommage, il s'est fait légèrement enfermer, ce qui fait qu'il a dû couper son effort. C'est bien pour le champion du monde parce qu'on s'aperçoit qu'il a quand même une... Alors déjà, il aime quand c'est dur. Hein. Ça, Mats Pedersen, il aime la pluie. C'est pas une surprise. Quand vous avez été champion du monde dans le Yorkshire, vu le parcours, c'est que vous aimez la pluie. Mais il a été très costaud aujourd'hui. Il a vraiment fait un bon sprint et ça rajoute une palette à tout son éventail aujourd'hui, à Mats Pedersen. Et ça, je trouve que c'est très intéressant qu'un coureur comme ça arrive à sprinter, arrive à s'intercaler avec les meilleurs. Et peut-être qu'on va le revoir dans les jours à venir, Mats Pedersen, parce que c'est aussi un coureur qui grimpe plutôt bien. C'est un coureur assez puissant et qui aime bien les étapes... Parfois il y a du dénivelé, donc je pense qu'on va le revoir Mats Pedersen. Et pour un maillot vert, parce que je trouve pas Peter Sagan très cinglant pour le moment, on pourrait peut-être mettre une pièce sur le champion du monde. Et puis on termine avec Elia Viviani, 7ème. Pourquoi je le mets là, Elia Viviani? Vous allez me dire, je suis complètement fou, les 7ème. Oui, mais il faut prendre en compte l'étape. Et il a été en difficulté pendant toute la journée, Elia Viviani, en grande difficulté avec son vélo. Il a dû changer au moins 3 ou 4 fois de vélo. C'est un enfer, remonter dans le peloton sans être attendu par ses équipiers parce qu'il fallait également protéger Guillaume Martin. Donc finir 7ème dans ces conditions-là en n'étant pas non plus extrêmement bien emmené par la Cofidis, là aussi ça montre que quand la situation sera un peu plus facile, peut-être dans les sprints à venir, eh bien peut-être qu'on verra Elia Viviani aux avant-postes. On passe au bonnet d'âne, rapidement du côté des bonnets d'âne. On commence avec Astana. Compliqué, Astana. Alors vous allez me dire pourquoi je mets Astana dans les flops, ils n'ont pas de sprinter, mais c'est pas pour le sprinter, c'est pour la chute de Miguel André Lopez. Alors pour ça, il faut revenir à quelques kilomètres auparavant, à partir de 55 km de l'arrivée, entre 50 et 55 km de l'arrivée. Vous avez Tony Martin puis Georges Bennett. On va dire les cadors du peloton qui décident de neutraliser la course pendant toute la descente. La descente, elle durait encore jusqu'à 27 km de l'arrivée, où ensuite c'était tout plat et ça nous emmenait vers la promenade des Anglais.
Et vers 35-30 km de l'arrivée, vous avez Astana qui décide d'accélérer dans une descente. Et 2-3 km après, je suis même pas sûr qu'il y ait eu 2 km. Après, ça s'est passé vraiment très rapidement. Vous avez, je sais plus lequel des deux frères Izaguirre qui accélère dans la descente. Et le leader, Miguel André Lopez, qui tombe et qui a failli se faire très très mal. Il est rentré dans un panneau qui était sur le bord de la route à haute vitesse avec le casque. Il aurait pu se faire très très mal. Et moi je trouve ça complètement débile de la part d'Astana parce que sur une journée comme ça, vous gagnez pas de temps. Voilà, vous gagnez rien et ça n'avait aucun intérêt d'accélérer à part pour faire chuter du monde, ce qui n'est pas très fair-play en passant. Mais je trouve vraiment que ça n'avait aucun intérêt. Et donc, gros carton rouge du côté d'Astana. Et puis Ineos, pourquoi ? Parce que Ineos a eu plusieurs coureurs qui sont tombés aujourd'hui, dont Amador et Sivakov, qui sont des cartes maîtresses pour Egan Bernal. Amador pour rouler dans les étapes de montagne pendant très très longtemps. Et Sivakov pour l'épauler en tant que lieutenant en haute montagne avec Carapaz. Et c'est quand même dommage pour Ineos de perdre quasiment 2 coureurs parce que Sivakov était très amoché et Amador aussi pour l'étape de demain. Il va leur manquer un petit peu de main d'œuvre demain du côté d'Ineos et peut-être dans les jours à venir également pour la 4e étape qui serait une arrivée au sommet. Donc c'est un petit peu dommageable du côté d'Ineos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve demain pour faire le débrief ou ce soir parce que je sais pas avec l'internet comment ça va arriver cette vidéo pour le débrief de l'étape numéro 2. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.